Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur un essai que je vais essayer de vous résumer de façon critique. Donc il s'agit de l'ouvrage L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable de Philip Biwix, produit en 2014, rédigé en 2014 aux éditions Seuil. Alors Philip Biwix est un ingénieur français né en 1971. C'est aussi un essayiste qui est spécialisé dans les questions de ressources minérales et en particulier depuis plusieurs années sur la question des low-tech et de la transition environnementale. Alors Philip Biwix est relativement médiatisé, vous le connaissez peut-être parce qu'il est passé plusieurs fois dans l'émission Thinkerview. Donc on l'a vu aux côtés de Jean-Marc Jancovici, donc un auteur qui a, des thèses relativement comparables aux siennes, avec cependant quelques subtilités, quelques différences. Et puis on l'a vu également toujours dans Thinkerview aux côtés de personnalités plus controversées, plus excessives, comme Laurent Alexandre. Donc quoi qu'il en soit, le podcast d'aujourd'hui traite d'un de ses sujets de prédilection, qui est la question des low-tech, des basses technologiques par opposition au high-tech. Alors, dans l'introduction de cet ouvrage, Biwix commence par rappeler le contexte, par présenter le contexte technologique et matériel de son enfance, de sa jeunesse, lui qui est né, je le rappelle, au début des années 1970. Donc à cette époque, bien qu'il y avait eu les premières secousses écologiques, du fait notamment du premier choc pétrolier, des premières prises de conscience environnementales, surtout vis-à-vis des grandes pollutions locales, régionales, mais aussi, rappelons que les années 70, c'était l'époque de la première publication, des premières publications du Club de Rome, donc ce fameux ouvrage de Limits to Grow. Donc c'est dans ce contexte qu'a évolué Biwix, et il explique que néanmoins, on se complaisait dans une forme de messianisme technologique, c'est-à-dire qu'on croyait en la capacité de la technologie de trouver des solutions, de trouver des futures solutions à ces questions environnementales. Et d'ailleurs, il le dit très bien, à cette époque et jusqu'à nos jours, on avait régulièrement des nouveaux gadgets technologiques, des nouvelles évolutions, des nouvelles perfections. On a vu à partir des années 90 et 2000 la révolution numérique, les premiers ordinateurs personnels dans les années 80. Donc en dépit de ces premières alertes écologiques, disons environnementales, eh bien on voit bien que l'accélération technologique de nos sociétés n'a pas cessé depuis cette époque. Et ce, en dépit des premières conférences mondiales, internationales sur le climat, sur le développement durable, qui ont eu lieu surtout dans les années 90, à partir des années 90. Alors, la structure de cet ouvrage, après l'introduction, donc s'établit autour de 4 grandes parties, 4 actes. Le premier, en fait, fait un constat, dresse un rapide panorama historique des rapports entre les sociétés humaines et les ressources naturelles, renouvelables ou non. Et puis, sur base de ce constat, eh bien, les 3 parties suivantes, les 3 actes suivants, sont plutôt consacrés à des recommandations, excepté peut-être la dernière partie, le dernier acte, qui redevient d'ordre plutôt général, qui s'interroge sur la faisabilité de ce qui aura été dit dans les parties précédentes. Alors, on commence tout de suite avec le premier acte. Donc, Biwix commence ici avec une courte histoire de la gestion des manques de ressources par l'humanité. Il explique que de manière générale, depuis le Paléolithique, l'humanité a été confrontée à des insuffisances, qu'il s'agisse de ressources naturelles, des ressources renouvelables plutôt. Donc très rapidement, on sait qu'il y a des peuplades d'hommes du Paléolithique qui ont dû se déplacer parce que le gibier, la faune devenait se raréfiait dans certaines régions, à certaines périodes. On sait aussi qu'il y avait régulièrement des pénuries de silex, en tout cas des variétés de silex très prisées pour la fabrication d'outils. Donc, depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, l'humanité est confrontée à des insuffisances de ressources. Et ce que nous dit l'auteur, c'est qu'elle y a globalement répondu par 3 façons. Donc, soit en migrant, en se déplaçant, soit en échangeant, en établissant des liens commerciaux avec d'autres populations, d'autres sociétés qui avaient un meilleur accès aux ressources manquantes, ou soit en inventant.
Alors inventer, ça veut dire par exemple inventer un produit ou identifier un produit de substitution à la ressource manquante, ou inventer d'autres manières d'exploiter au mieux, avec plus de profondeur, cette ressource. Alors commençons par le cas des métaux. Dès l'Antiquité, les Européens, les sociétés européennes ont en grande partie épuisé leurs réserves de métaux précieux, en particulier d'or, ce qui fait qu'au Moyen Âge, des liens commerciaux ont dû être créés avec les sociétés arabo-musulmanes qui allaient entre autres chercher l'or en Afrique, et donc par ces flux commerciaux, les Européens pouvaient s'approvisionner en or. Et puis c'est entre autres ce besoin, ce désir d'avoir un accès plus abondant à cette ressource qui a motivé les grandes expéditions du 15e et 16e siècle vers en particulier le continent américain, où des mines d'or importantes ont pu être exploitées. Et puis plus tard, eh bien, des mines a priori épuisées ont pu être exploitées en plus grande profondeur grâce à l'invention de la dynamite qui a permis d'extraire des minerais dans des niveaux de plus en plus profonds. Donc on retrouve bien dans cet exemple des métaux sur le continent européen ces trois possibilités, enfin en tout cas deux de ces trois possibilités, échanger ou inventer. Après le secteur de la métallurgie, des métaux, l'auteur passe en revue celui de l'industrie chimique qui a connu une évolution assez particulière, surtout dans le tournant des 19e et 20e siècles. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, bien que la révolution industrielle avait déjà eu lieu, en réalité, la plupart des manufactures, des fabriques de l'industrie chimique utilisaient encore comme matière première des matériaux renouvelables issus donc des produits animaux notamment ou végétaux. Alors il y a plusieurs exemples, on peut parler de la graisse de baleine qui servait à l'éclairage, des fourrures d'animaux qui servaient à produire des colles. Il y avait aussi en parallèle à ça toute une économie du recyclage, donc on pouvait réutiliser des déchets, en particulier des déchets de matière organique, comme les chiffons par exemple, qui étaient collectés par les papeteries pour produire du papier. Eh bien, au tournant du XXe siècle, cependant, cela va changer. Donc la chimie minérale va prendre une place beaucoup plus importante dans l'industrie moderne au cours de la seconde révolution industrielle. Les produits phares de la chimie minérale de cette époque sont globalement les acides et les produits alcalins. Alors on a un bon exemple d'une industrie qui remplace à cette époque, ou du moins dans le courant du 19e siècle, une ressource d'origine naturelle par une ressource minérale artificielle créée par l'homme. C'est l'industrie de la soude. Donc la soude qui était exploitée jusqu'au 19e était la soude naturelle qui provenait des algues, et puis avec la mise en place du procédé Leblanc et puis plus tard du procédé Solvay, on va remplacer cette soude par une soude artificielle. On a d'autres exemples comme les polymères qui sont mis en place, qui sont inventés à partir des années 1930 et qui permettent aussi de remplacer de nombreux produits qui avant venaient de matériaux renouvelables organiques. Alors, après l'industrie chimique, l'auteur passe en revue l'industrie de la construction, l'industrie alimentaire, où il fait les mêmes constats, c'est-à-dire que les intrants agricoles, les matériaux utilisés pour la conservation des aliments étaient au départ des matériaux naturels, issus de produits organiques, et puis vont être peu à peu remplacés par des produits chimiques créés à partir de ressources minérales. On passe ensuite en revue la conteneurisation à partir des années 1970, qui a eu pour conséquence d'augmenter très fortement les flux, les échanges de produits manufacturés, alors qu'avant les années 1970, on avait surtout des échanges internationaux pour des matières premières. À partir de là, cette révolution va entre autres permettre la délocalisation des industries. Donc la délocalisation, c'est un sujet qui visiblement préoccupe beaucoup Biwix, qui y revient à de nombreuses reprises dans cet ouvrage. Et après ce panorama historique, l'auteur en arrive à la question qui revient régulièrement: est-ce que la technologie va une nouvelle fois répondre aux problèmes de l'humanité ? Est-ce que la solution se trouve dans la technologie ? C'est la promesse des ingénieurs thaumaturges, comme ils les appellent, de ce messianisme technologique. On attend un nouveau miracle de la part de l'innovation. Alors Biwix pense que non, pour une raison simple qui est liée à deux types de ressources, les métaux et l'énergie.
Alors en ce qui concerne l'énergie, les ressources énergétiques, on utilise depuis la révolution industrielle des ressources essentiellement fossiles, d'abord le charbon et puis le pétrole en addition du charbon. Et il se trouve que l'épuisement progressif de ces ressources fait que l'on doit aller chercher en particulier le pétrole de plus en plus loin, de plus en plus profond, dans des exploitations de moins en moins rentables. C'est le pétrole notamment des sables bitumineux. Et ces exploitations ont un retour énergétique qui est très faible. C'est-à-dire qu'on doit fournir beaucoup d'énergie pour extraire une quantité de pétrole de plus en plus faible, tout en devant mettre en place des infrastructures très lourdes qui consomment beaucoup de métaux, en particulier de l'acier, tout ça pour une exploitation qui, comme je l'ai dit, est de moins en moins rentable. En ce qui concerne les réserves de métaux, l'auteur, dans un premier temps, est plutôt rassurant, au sens où, en réalité, les réserves de métaux que nous utilisons, de minerais que nous utilisons pour l'industrie, sont assez importantes à l'échelle du globe. Le problème, c'est qu'une grande partie d'entre elles sont situées à des profondeurs très très importantes et il faudra de plus en plus d'énergie pour pouvoir les extraire. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, nos ressources en énergie commencent à manquer. Alors, comme il faudra de plus en plus d'énergie pour extraire les métaux, et qu'il faut aussi de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie, et de plus en plus de métaux pour extraire de l'énergie, on voit bien qu'en fait ces deux types de ressources sont étroitement liés, et que le pic pétrolier, le pic énergétique pourrait entraîner un pic de métaux, un pic de production de métaux, et donc par conséquent un peak of everything. La planète est finie, les ressources qu'elle contient et qui sont disponibles à l'exploitation, au développement humain sont finies, et on ne peut pas compter sur les promesses du recyclage qui sont parfois agitées par des ingénieurs, tout simplement parce que le recyclage ne permet pas de passer outre des limites physiques. Quand on passe d'un état à l'autre, il y a forcément des pertes, et donc le recyclage a des limites. En plus, avec l'usage actuel des minéraux, en particulier dans les nanotechnologies, mais aussi leur usage dans des produits cosmétiques ou autres, eh bien, il y a une tendance à la dispersion de ces matériaux, c'est-à-dire qu'on utilise des trop petits composants pour pouvoir aller les récupérer, les recycler. Alors, au-delà du recyclage, une autre promesse faite parfois par certains ingénieurs, c'est celle de l'efficience. L'efficience énergétique, l'efficience dans l'exploitation des ressources. Autrement dit, on va toujours avoir besoin de moins de ressources pour faire la même chose. Le problème, c'est que cela ne permet pas non plus de répondre à nos problèmes. Tout simplement du fait de l'effet rebond. Alors l'effet rebond, c'est un concept qui est bien connu aussi, c'est le fait qu'une diminution de la consommation des ressources pour une action donnée entraîne une surcompensation, une compensation par une augmentation de l'usage, ce qui annule en fait l'économie faite par l'amélioration de l'efficience. Il y a plusieurs exemples bien connus, celui des voitures, donc le moteur des voitures est beaucoup plus efficace qu'autrefois, mais les voitures sont plus lourdes, on utilise plus nos voitures, on roule parfois plus vite, et donc la consommation de carburant est la même, voire plus élevée. On a eu aussi plus récemment le cas avec le secteur domestique en Allemagne. La rénovation thermique des bâtiments permet théoriquement d'économiser beaucoup d'énergie utilisée par le chauffage, mais les Allemands ont tendance à plus chauffer leur logement une fois qu'il est mieux isolé, et donc le gain est nul. Alors justement, cet exemple sur le secteur domestique amène à un autre concept qui est utile pour comprendre pourquoi les promesses technologistes sont destinées à nous décevoir, c'est le concept d'effet de parc. L'effet de parc, c'est le fait que même si on veut utiliser des nouvelles technologies plus efficientes pour rénover les bâtiments, pour avoir des voitures plus efficaces, eh bien, cela prend beaucoup de temps pour remplacer l'entièreté du parc automobile déjà en place, du parc de logement déjà en place. C'est ce qu'on appelle l'effet de parc. Enfin, pour terminer ce chapitre, l'auteur démonte les dernières promesses, les derniers secteurs magiques agités par certains industriels, par certains promoteurs d'une transition écologique qui n'impliquerait pas de changement de modèle sociétal. Alors, il en identifie 3. La bioéconomie, les nanotechnologies et la dématérialisation de l'économie. Alors la première, la bioéconomie,
c'est celle qui promet, grâce aux biotechnologies, de fournir de la nourriture et des ressources, des carburants notamment, avec seulement de la biomasse. Donc par exemple, par les organismes génétiquement modifiés, qu'il s'agisse d'organismes d'espèces animales ou d'espèces végétales, produire de plus en plus de nourriture. Également en modifiant le code génétique de certaines bactéries, et puis également modifier le code génétique de certaines bactéries pour utiliser celles-ci afin de transformer de la biomasse, donc par exemple des restes agricoles, en biocarburants ou en autres ressources utilisées dans l'industrie chimique, etc. L'auteur ne croit pas en les promesses de ce secteur parce que les technologies sont loin d'être tout au point et de toute façon, et il est assez pertinent là-dessus de le rappeler, de toute façon, un développement des biotechnologies impliquerait forcément une concurrence avec le secteur de l'agroalimentaire parce que la production de ressources renouvelables est elle aussi limitée, c'est-à-dire que si on devait tous rouler avec des biocarburants, eh bien, il faudrait remplacer des terres agricoles consacrées aujourd'hui à l'alimentation humaine, à la production d'aliments humains pour produire ces biocarburants. Donc ces promesses liées à la bioéconomie n'auront pas lieu non plus. Vient ensuite les nanotechnologies, donc la tendance à la miniaturisation, que ça soit dans l'électronique, la nanoélectronique, les matériaux, l'usage de matériaux de plus en plus petits, la nanobiologie, donc on voit là la convergence des sciences biologiques et technologiques, d'où les fameux NBIC. Donc les espoirs liés aux nanotechnologies sont aussi vains selon Biwix, d'autant que celles-ci présentent pour inconvénient majeur, comme on l'a dit tout à l'heure, d'augmenter la dispersion des ressources. Et puis enfin, la dématérialisation de l'économie, c'était ce qui était promis avec l'arrivée d'Internet, avec le numérique. On a bien vu que cela était un mirage. En réalité, le numérique est très consommateur de ressources. Les data centers, qui pourtant sont le symbole de la dématérialisation, en fait sont très matériels parce qu'il faut des serveurs importants pour les entretenir, pour les faire tourner. Voilà, c'est sur ce point que Biwix termine son premier acte. Alors, les deux actes suivants, comme je l'ai dit, présentent davantage des recommandations pour le changement de notre société, de notre modèle économique et industriel. Donc, on commence d'abord avec la nécessité de baisser nos besoins, c'est-à-dire que l'auteur va donner une première série de suggestions dont il reconnaît lui-même qu'elles sont plutôt liberticides, qu'elles sont, je cite, écolo-rabat-joie. Alors il parle notamment de limiter la vitesse des voitures, de limiter leur poids également, d'interdire les piles non réutilisables. Alors pour lui, il est clair que baisser nos besoins, c'est une première étape fondamentale parce que ceux-ci sont devenus trop exigeants, trop coûteux en ressources. Et puis bien sûr, il y a certains besoins dont on ne pourrait pas se passer. Et pour ça, eh bien, il faut que les objets qui permettent de satisfaire ces besoins soient éco-conçus, soient conçus d'une manière à être moins coûteux en ressources. Alors, il y a 3 grandes suggestions qu'il propose à cet égard. La première, c'est la standardisation, c'est-à-dire que par la standardisation, par exemple, de consignes de bouteilles en verre ou de bocaux en verre, on pourrait permettre un système, un réseau de récupération de ces consignes bien plus efficace que ce qui est fait à l'heure actuelle. La deuxième suggestion, c'est celle des emballages des produits jetables. Alors, on ne peut pas se passer de tous les emballages jetables, de tous les produits à une seule utilisation. Alors, la recommandation qu'il fait les concernant, c'est que ceci soit fait à 100% de matières renouvelables. Il suffit d'utiliser des matières organiques pour fabriquer ceci. Les emballages peuvent très bien être faits avec des matières textiles, avec du carton. Et puis la troisième grande recommandation, et ça va amener la suite de cette partie, c'est que tous les objets importants que nous utilisons, les objets électroniques ou autres, soient réparables localement. Et cela implique une baisse de la complexité de ceci. L'auteur développe cette idée, donc on arrive à la façon dont notre production, notre système industriel doit évoluer. Cela tient en 3 mots, on peut résumer sa pensée en 3 mots: relocaliser, décentraliser et simplifier.
Donc relocaliser, je vous l'ai déjà dit, l'auteur semble assez préoccupé par la concentration d'industries, de certains secteurs dans des pays étrangers, le fait que l'Europe ne produise plus que des services. Décentraliser, donc cela va de pair avec la relocalisation. On ne doit plus centraliser une certaine production dans certaines usines, certaines fabriques disproportionnées. Et puis simplifier, c'est-à-dire avoir des modes de production peut-être moins efficaces, moins efficients, mais plus accessibles à tous. Alors cela va un peu à l'encontre des principes qui ont fondé la pensée économique depuis le XVIIIe siècle. Les auteurs Ricardo, Adam Smith, Taylor, tout cela préconisait justement de profiter des avantages comparatifs de certaines régions du monde pour certaines productions. L'auteur reconnaît que pour des raisons environnementales, pour des raisons naturelles, certaines régions du monde ont un avantage à la production de certains biens. Et il ne dit pas qu'il faut renoncer à ces avantages comparatifs, simplement limiter l'exploitation de ceux-ci. Alors on passe en revue plusieurs types d'industries. Tout d'abord, les industries de procédés, donc la métallurgie, la chimie. L'auteur recommande d'accepter pour ces secteurs une certaine concentration de la production parce qu'on ne peut pas décentraliser dans des petites unités d'artisans l'industrie métallurgique ou chimique bien sûr, mais mise sur une baisse de la demande dans ces secteurs. En ce qui concerne les produits manufacturés, l'auteur revient sur cette idée que tout devrait être réparable, voire finissable par un réseau d'artisans locaux, c'est-à-dire que nos téléphones portables devraient pouvoir être réparables dans des ateliers situés dans notre ville, dans notre centre-ville, voire dans notre village. Et puis vient enfin le cas des industries de réseau, c'est-à-dire les transports, les télécoms. Alors, à part ces derniers, à part les télécoms, ces industries consomment un peu moins de ressources, et puis surtout on ne peut pas les décentraliser par nature. Donc l'auteur recommande à nouveau de simplifier celle-ci en limitant l'automatisation, la mécanisation, et puis cela l'amène à la fin de cette partie, de cette deuxième partie, à une réflexion sur la destruction des emplois de service, donc le remplacement par exemple de tous les guichets par des machines qui nécessitent finalement une maintenance, qui nécessitent la consommation de nouvelles ressources encore. Et donc finalement l'auteur préconise d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de conserver des emplois pour des humains, pour toutes ces tâches pour lesquelles la mécanisation n'a pas forcément de gains énormes. Vient ensuite le troisième acte. Alors celui-ci s'inscrit dans la continuité du second, sauf qu'on va moins parler de la production industrielle des objets, mais davantage de la vie quotidienne, en particulier de la consommation. Alors on se penche d'abord sur le secteur alimentaire. L'auteur dénonce donc l'usage massif de remembrements agricoles, l'usage d'OGM qui appauvrissent la biodiversité des exploitations, la concentration des productions de monoculture qui rendent ces terres très vulnérables à des attaques de parasites. Et donc globalement ce qu'il suggère, c'est de repasser à un système de petites exploitations qui emploierait plus de travail humain, donc qui serait moins productif, qui aurait une productivité plus faible, mais qui conserverait de bons rendements. Par exemple, il préconise la mise en place de réseaux de permaculture plutôt que ces grandes exploitations open field, ces grands champs très mécanisés avec l'usage de beaucoup d'intrants chimiques. Donc une baisse de la productivité à nouveau, selon l'auteur, est acceptable si on garde un rendement agricole élevé, parce qu'il faut quand même nourrir 8 milliards de personnes pratiquement, et plus dans les décennies à venir. Ensuite vient le secteur automobile. Au-delà de ce qui a été dit précédemment sur la nécessité de revoir leur conception, leur masse, etc., l'auteur s'interroge sur la possibilité de s'en passer. C'est-à-dire que l'automobile, en réalité, coûte de l'argent, prend une partie de la valeur produite du PIB des Européens, des travailleurs du monde entier, pour l'achat, pour l'assurance, pour l'entretien de ces voitures. Et donc, l'idée qu'il amène et sur laquelle il reviendra à la fin de l'ouvrage, c'est que finalement, on pourrait
se passer d'automobile, se passer du secteur automobile et travailler moins en échange. Donc pour ça, bien sûr, il faudrait revoir la manière de nous déplacer. Donc on a une série de réflexions sur les déplacements en général, mais si on travaille moins, naturellement, on a moins besoin de se déplacer, parce que 85% des déplacements sont des déplacements professionnels en réalité. Donc fatalement, si on se passe de voiture, on a moins de coûts, on a moins besoin de travailler, et donc on a moins besoin de se déplacer. C'est une démonstration un peu rapide, mais c'est l'idée que l'auteur défend. En ce qui concerne l'urbanisme, l'auteur s'inscrit en porte-à-faux de plusieurs auteurs environnementaux qui préconisent généralement l'urbanisation, parce que l'urbanisation permet la concentration, permet l'accès à des services rapidement et sans l'usage de voitures justement. Eh bien l'auteur, lui, dénonce la concentration dans des grandes villes, l'hyperdensité de certains centres urbains, parce que ceux-ci en fait sont très consommateurs en ressources. Il faut des escalators, des ascenseurs. Il est vrai que les grands immeubles, l'élévation verticale des bâtiments est très coûteuse en énergie, on le savait. Mais pour autant, l'auteur dénonce aussi l'étalement urbain, l'artificialisation des terres, la dispersion de l'habitat auquel on assiste depuis le milieu du XXe siècle, qui est un vrai cataclysme écologique et peut-être même social et économique en soi. Donc ce qui est préconisé ici, c'est plutôt d'aller vers des regroupements locaux, c'est-à-dire on refait des petites villes, des petits villages dans lesquels on retrouve tous les services essentiels au fonctionnement quotidien d'une société. Et puis la fin du chapitre porte sur les loisirs, on parle du sport, des voyages. Certains sports sont bien sûr très consommateurs en ressources, comme le golf. Et viennent enfin les deux secteurs majeurs du numérique et de la finance. Alors on a déjà parlé du numérique, du fait qu'il était très consommateur en ressources. Je vais donc tout de suite passer à la finance. Alors l'auteur partage quelques réflexions sur le prêt à intérêt, le fait que toute notre économie actuelle est basée sur la dette, qui est elle-même basée sur la perspective d'une croissance future, et qui elle-même, d'ailleurs, la perspective de cette croissance future permet le système des pensions, qu'il s'agisse des pensions par répartition, mais aussi des pensions par capitalisation. Et donc, l'auteur s'interroge sur ce système qui, en fait, ne permet pas d'aller vers un monde sans croissance, parce que sans croissance, tout ce système fatalement s'effondrerait. Et là, on commence à comprendre le point de l'auteur, et qui sera très palpable dans le dernier acte, c'est que l'auteur fait partie de ceux qui préconisent une décroissance économique qui, bien sûr, est très cohérente avec les constats qu'il a fait dans la première partie de son livre. Alors, on arrive à cette dernière partie, sur laquelle je vais passer très vite, tout simplement parce que elle reprend beaucoup de lieux communs, de réflexions assez habituelles pour qui est familier avec ce type de littérature sur la décroissance, la nécessité d'un ralentissement économique. Donc d'abord, l'auteur s'interroge sur l'attitude que chacun doit adopter par rapport à cette crise environnementale. Faut-il rester passif? Faut-il être un protestataire, passer son temps dans des manifestations, mais ne pas faire grand-chose comme changement dans son quotidien? Faut-il aller vers un survivalisme à l'américaine? En ce qui concerne l'évolution de l'économie, si on mettait en place tous les changements, toutes les recommandations dont il a parlé dans cet ouvrage, sans en dire le mot, l'auteur à nouveau préconise la nécessité d'une décroissance, une décroissance économique. Notons que le terme n'est cité que 4 fois dans son livre, donc il n'emploie pas réellement ce concept, mais c'est ce qui est décrit, à tel point que l'auteur reconnaît que une baisse de la production industrielle et de la consommation aurait pour conséquence un déséquilibre de la balance des paiements avec les autres États. Donc par conséquent, pour rééquilibrer celle-ci, il faudrait réduire nos importations depuis les autres États. Donc ce qui est véritablement décrit, c'est un monde global qui va en décroissance. Pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut que les autres États acceptent d'aller vers un tel système. Et donc là, l'auteur s'interroge sur les réussites, l'insuccès plutôt du multilatéralisme qui ne donne pas beaucoup d'effets, de résultats lorsqu'on a traité avec des pays comme la Chine, des pays qui ont une vision assez ambitieuse pour leur société à l'avenir. Et donc, le Biwix prend ici l'exemple du bilatéralisme anglais,
de la façon dont les Anglais ont utilisé leur influence, leur pouvoir militaire et économique au XIXe siècle pour pousser les pays du monde entier à abolir l'esclavage, les traites négrières en particulier. Et donc suggère d'une certaine façon que certains pays puissent s'inspirer de ce modèle, de ces pratiques, pour imposer un système décroissant dans le monde. Et puis enfin, on termine cette dernière partie avec une tentative de quantifier les effets positifs et négatifs d'un tel changement, puis aussi les mutations culturelles qui seraient nécessaires pour faire une société telle qu'elle a été décrite dans cet ouvrage. Il faudrait par exemple qu'on repense différemment le travail manuel, etc. Alors, nous arrivons à la fin de ce résumé. Vous l'avez compris, on retrouve dans cet ouvrage, qui est par ailleurs assez court, environ 250 pages, on retrouve beaucoup de lieux communs de la littérature sur l'épuisement des ressources, sur l'effondrement écologique. Finalement, la thèse principale de l'ouvrage, le sujet de l'ouvrage, et c'est son fil rouge, c'est véritablement la question des low-tech. C'est vrai qu'on a l'habitude de considérer qu'on pourra arriver à un monde durable, à une société durable, grâce à l'usage de technologies très sophistiquées, très efficientes, éventuellement en couplant cela avec une baisse de notre consommation, une sobriété énergétique. Eh bien, là où l'auteur se distingue ici, c'est que justement, il préconise une baisse de la complexité des objets que nous utilisons, une baisse de la complexité du monde, une baisse de la complexité industrielle. Et il en est très conscient, il en est très bien conscient. Cela va entraîner une perte d'emploi, une diminution de tous ces emplois du secteur tertiaire notamment, parce que le secteur tertiaire existe pour gérer cette complexité du monde précisément. Alors, ce qu'on peut reprocher à l'issue de la lecture de ce livre, c'est justement que l'auteur n'est pas suffisamment développé, ne soit pas rentré en profondeur de cette thèse qui était l'intérêt principal de son livre, c'est-à-dire les low-tech, comment concrètement peut fonctionner une société avec des technologies basses, des technologies simplifiées. Je pense qu'il aurait gagné à moins s'étaler sur ces recommandations décousues qui partent un petit peu dans tous les sens par moment, et plutôt prendre des cas concrets et expliquer en quoi la complexification de nos systèmes industriels, de nos biens, sont véritablement nuisibles pour l'environnement, sont plus consommateurs en ressources. Il le fait, évidemment, il le fait déjà de manière pertinente, mais je pense qu'on reste un peu sur notre faim à la lecture de cet ouvrage. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Vous avez écouté un résumé du livre de Philip Biwix, L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, paru en 2014. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.